Et c'est un véritable honneur pour nous d'être conviés à cette sympathique cérémonie. Je crois que Mme Zainab Diallo a déjà campé le décor. Nous sommes là pour parler d'une des pandémies les plus meurtrières de ces 20 dernières années, qui malheureusement est une maladie orpheline, parce que le virus de l'hépatite B a été découvert en 1963. Celui qui l'a découvert a eu un prix Nobel. Il est né un 28 juillet, le professeur Alfred Blumberg, et c'est la raison pour laquelle le OMS a décidé de l'honorer en prenant la date anniversaire de naissance comme la date de la célébration de la journée mondiale de lutte contre les hépatites virales. Donc cette année, nous célébrons cette journée le 28 juillet. Elle aura lieu à la mairie de Dabou. Vous êtes tous conviés. Pour en revenir au sujet, je dirais que c'est un véritable problème de santé publique dans le monde, comme on l'a dit, avec plusieurs milliards de personnes infectées. Au niveau de l'hépatite B, nous sommes aux alentours de 250 millions à peu près de porteurs chroniques. Et au niveau de l'hépatite C, à près de 110 millions de porteurs chroniques. Les hépatites virales, dans leur ensemble, sont responsables d'à peu près 1,5 million de décès par an. Donc, ce sont des virus qui tuent beaucoup plus que le VIH-Sida. En Côte d'Ivoire, nous sommes en zone d'endémicité virale, c'est-à-dire avec des prévalences très élevées, notamment pour le virus de l'hépatite B, entre 10 et 13%. Et pour le virus de l'hépatite B, C, nous sommes aux alentours de 3%. Les hépatites virales posent un problème de santé publique dans notre pays, tout simplement parce que ce sont les premières causes de cancer et de cirrhose du foie. Le cancer primitif du foie est le troisième cancer en Côte d'Ivoire après celui du sein et de la prostate. Et son pronostic dans nos conditions est effroyable, parce que généralement ce sont des malades que nous découvrons à des stades assez avancés. De volumineuses tumeurs. Tout à l'heure, mon aîné, maître professeur Kelly, vous dira exactement ce qu'il en est par rapport aux indications de la transplantation hépatique. Mais la plupart des patients que nous recrutons sont des cas vraiment assez avancés, avec des moyennes de suivi qui oscillent entre 6 mois et 1 an et demi maximum. Le dernier cas que nous avons recruté dans le service de patho-gastro-entérologie du CHU de Cocody, c'était un jeune homme de 16 ans, je me souviens, pendant les fêtes de Noël, qui avait un volumineux cancer, un foie de près de 17 cm, et qui a passé les fêtes de Noël dans des conditions très très difficiles. Parce que c'était un cancer très algique, il a fait très très mal, et malgré les antalgiques usuels qu'on lui a prescrit, le tramadol et tout le reste, ça n'arrivait pas à le soulager. Il fallait qu'on passe à la morphine. Malheureusement, pendant les fêtes, on n'avait pas d'ordonnance à souche parce que la prescription de la morphine obéit à une législation en Côte d'Ivoire. C'est un médicament du tableau B, donc c'est des ordonnances à souche délivrées par l'ordre des médecins qui permettent de faire cette prescription. Donc il a fallu qu'on attende les jours ouvrables pour pouvoir se procurer ces ordonnances. Et c'est comme ça qu'on a pu le soulager. Mais c'était quand même assez pathétique parce que une chose est d'être condamné, mais lorsqu'on doit mourir dans la souffrance, c'est déjà difficile à accepter. Donc, nous sommes confrontés à ces problèmes au quotidien, tout simplement parce que, comme je le disais, c'est un virus qui est très prévalent dans nos conditions. Et malheureusement, nous, dans notre contexte, on s'infecte très tôt. Cet enfant de 16 ans qui a développé un cancer primitif du foie, ça veut dire qu'il s'est contaminé au moment de la petite enfance ou au moment de l'accouchement. Parce qu'il faut environ entre 15 et 20 ans d'évolution d'une hépatite chronique pour arriver à une cirrhose ou à un cancer. Donc quand on a un cancer à 16 ans, ça veut dire qu'on a eu son hépatite à la naissance. Et l'un des problèmes que nous rencontrons justement, c'est qu'on a des taux de transmission mère-enfant assez élevés. Aux alentours entre 10 et 20% de cas selon les séries. On avait même une étude à l'époque qui avait montré que certaines femmes allaient séries allaient jusqu'à 33%. C'est-à-dire une femme sur 3 infectée
transmettait le virus de son enfant à la naissance. Pourquoi? Tout simplement parce que en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de PTME de l'hépatite B. C'est-à-dire la protection, la transmission mère-enfant contre l'hépatite B chez la femme enceinte en Côte d'Ivoire n'est pas officiellement instituée. Ce sont des recommandations que nous faisons à nos confrères gynécologues, pédiatres, médecins généralistes, sages-femmes. Mais sinon, contrairement au VIH-Sida, où il y a un test qui légifère sur la PTME, pour l'hépatite B, il n'y en a pas. Or, ce sont des virus, en ce qui concerne l'hépatite B, C et D, ces trois virus se transmettent exactement comme le VIH-Sida. Ce sont des maladies du foie, certes, mais ce sont des virus qui sont transmissibles par le sang, les rapports sexuels non protégés, donc le sang est le liquide qui porte le plus ce virus. Ensuite, vous avez les sécrétions génitales telles que le sperme et les sécrétions vaginales. Vous avez la salive et la transmission mère-enfant. Donc, une femme infectée pendant la grossesse peut transmettre le virus à son bébé à l'accouchement. Parce que quand l'enfant sort par les voies naturelles, il est en contact avec les sécrétions de la maman. Malheureusement, la plupart de nos sœurs, de nos mamans, pendant la grossesse, au cours des CPN, le dépistage systématique de l'hépatite B n'est pas fait. Encore moins celui de l'hépatite C. C'est lorsque la dame a été sensibilisée ou alors si elle tombe sur une sage-femme qui a entendu parler des hépatites virales, elle peut dire, madame, est-ce que vous ne pouvez pas faire votre test pendant la grossesse? Sinon, la majorité des femmes font le bilan prénatal sans faire le dépistage de l'hépatite B et C. Donc, nous avons essayé de faire une table ronde et de formuler quelques recommandations pour permettre justement à ces femmes enceintes-là de se faire dépister pendant la grossesse. Mais l'un des freins de ce dépistage, c'est parce que nous ne disposons pas de tests rapides comme dans le VIH, où quand vous arrivez avec juste une petite piqûre au bout du doigt, on peut en 15 ou 20 minutes vous dire si vous avez la maladie ou non. Le dépistage de l'hépatite B et C se fait encore pour le moment par prélèvement veineux. Nous avons évalué des tests rapides, mais nous ne sommes pas encore passés à la phase 2 qui permettra de les évaluer à partir d'un échantillon au bout du doigt. Or, lorsque vous voulez appliquer une telle politique, si vous avez des tests qui n'ont pas de bonne performance, le risque c'est que vous pouvez dire à quelqu'un qu'il est malade alors qu'il n'est pas malade. Ou alors il n'est pas malade, vous lui direz qu'il est malade. Donc ces tests sont en train d'être évalués, c'est un processus dans lequel on est inscrit et on espère que si on a des tests rapides comme dans le VIH, on pourra superposer ce dépistage-là à celui du VIH, faire ce qu'on appelle des dépistages couplés et intégrés, de sorte que quand nos femmes enceintes iront en CPN, pourront avoir à la fois leur dépistage pour le VIH et pour l'hépatite B et pour l'hépatite C. D'autant plus qu'aujourd'hui, le traitement de l'hépatite B est quasiment superposable à celui du VIH. La plupart des médicaments que nous utilisons sont les mêmes médicaments que dans le VIH. Donc si on dépiste une femme enceinte positive pendant la grossesse, il est possible de la prendre en charge avec ces médicaments-là et de vacciner son enfant dès la naissance sans attendre la 6e semaine comme ce qui est fait pour réduire le risque de transmission parce que des études ont montré que cela peut se faire. Donc le problème que nous avons, c'est que c'est une maladie méconnue des populations, c'est une maladie de l'ignorance. On a même fait des études au niveau du personnel médical et paramédical, les étudiants. Le niveau de connaissance sur les hépatites virales est encore bas. Donc, il y a des efforts à faire. C'est pour ça que nous saluons toutes ces initiatives qui permettent justement d'impliquer la société civile dans toutes ses composantes, parce que ce n'est pas l'affaire que des médecins spécialistes des maladies du foie, encore moins du gouvernement, mais il faut une véritable mobilisation communautaire pour arriver à vaincre ce fléau. Comme je le disais tout à l'heure, maladie méconnue des populations, les modes de transmission sont superposables au VIH-Sida pour les 3 virus que j'ai cités. Pour l'hépatite A et E, c'est de transmission orofécale. Donc, c'est des virus qui vont sévir lorsque on a une mauvaise hygiène corporelle, une mauvaise hygiène de l'environnement. J'ai toujours pris l'exemple d'une femme vendeuse à Tchéké qui est porteuse d'une hépatite A ou B. Si elle va faire ses selles, qu'elle se lave pas bien les mains, quand elle va venir manipuler la Tchéké, elle va inoculer les virus. Parce que la Tchéké est un plat qui se mange froid. Et si vous venez acheter cette Tchéké même pour 50 francs,
vous aurez des millions de virus que vous allez ingérer. Et vous êtes, en ce moment-là, vous pourrez faire une hépatite A. À la phase aiguë, ce sont des maladies qui ressemblent ici étrangement à la grippe ou au palu. C'est pour ça qu'on parle de syndrome pseudo-grippal ou pseudo-palus. Donc, comprenez que c'est une maladie qui va passer entre les mailles du filet, comme on le dit. Parce que 95% de nos patients qui font une hépatite aiguë ne pensent jamais à l'hépatite virale. Tous pensent qu'ils sont en train de faire un paludisme ou une grippe. Et comme l'automédication est de pratique courante, ils vont à la pharmacie, ils demandent un traitement anti-palus, on leur sert. Ils vont à la maison, ils se traitent. Et au bout de quelques semaines, quand les signes vont disparaître, ils pensent qu'ils ont été guéris d'un paludisme, alors qu'ils ont été infectés par un virus qui est dans le foie. Et puis, il y aura un long silence. Le système immunitaire est équipé pour se débarrasser du virus en 6 mois. La majorité des hépatites, qu'elles soient A, B, C, D ou E, évoluent favorablement en 6 mois sans traitement. Malheureusement, les hépatites B, C et D, après 6 mois, dans 10 à 20% de cas, certains patients ne vont pas pouvoir éliminer le virus, ils vont faire ce qu'on appelle une hépatite chronique. Et l'hépatite chronique, elle est silencieuse. Si on fait un dépistage ce matin dans cette salle, il y a au moins 3 ou 4 cas d'hépatite chronique qu'on va déceler. Pourtant, vous êtes bien habillé, costume, cravate, tout le monde est bien habillé ici. Mais cette bonne santé apparente, comme l'a dit tout à l'heure dans le témoignage, peut cacher une maladie grave. Raison pour laquelle dans nos messages, on dit n'attendez pas d'être malade avant de vous faire dépister. Parce que l'hépatite chronique, lorsqu'elle devient symptomatique, vous êtes malheureusement déjà au stade de complications. Parce que certains de nos malades viennent avec soit une cirrhose ou un cancer, soit avec des œdèmes, soit avec un ictère, soit avec une acide, c'est-à-dire de l'eau dans l'abdomen. D'autres vomissent du sang. Donc, ce sont des séquences de découverte un peu dramatiques. Parfois, ce sont des découvertes fortuites. Vous avez des personnes qui vont demander un visa pour aller faire des études dans un pays. On dit, bon, faites un bilan médical. On les convoque pour dire, vous avez une hépatite B ou C. Ils sont surpris. Ils disent, mais depuis quand est-ce que j'ai été malade? Mais ils ne peuvent pas le savoir parce que toutes les fois où ils ont pensé faire un palu, une grippe, ils étaient sûrement en train de faire une hépatite B. Donc, ces hépatites aiguës-là, comme je le dis, sont des occasions manquées parce que même nos confrères médecins n'y pensent pas. Quand quelqu'un fait de la fièvre, il arrive, la première des choses, bon, on va lui faire une perfusion de Kilimax ou de Falugect. Très peu de nos confrères ont le réflexe de demander les tests qui permettent de confirmer l'hépatite. Donc, c'est une maladie silencieuse, une maladie de l'ignorance, qui peut prêter à confusion à la phase aiguë. La phase chronique, elle est silencieuse, donc dangereuse, insidieuse, mais heureusement qu'il existe des outils pour en faire le diagnostic et surtout, il existe des stratégies pour une prise en charge efficace. Mais le point central de cette politique, c'est le dépistage. C'est à partir du dépistage qu'on arrive à avoir une visibilité sur les différents axes de la prise en charge. Parce que celui qui ne se fait pas dépister, il est un danger pour lui-même et pour les autres. Pourquoi? Parce que comme c'est une maladie silencieuse, je vous ai dit que les formes chroniques sont les plus nombreuses. Il va être porteur d'un virus qui est très contagieux. Le virus de l'hépatite B est 100 fois plus contagieux que le VIH-Sida. Si vous prenez une goutte de sang d'hépatite B, vous la déposez sur une table, une goutte de sang du VIH, au bout de 16 jours, vous venez, tous les virus du VIH sont morts. Ceux de l'hépatite sont encore vivants. Donc c'est un virus qui est très difficile à neutraliser avec les agents physico-chimiques. Raison pour laquelle, quand ces substances se trouvent sur des objets, tels que les lames, les rasoirs, les peignes, les coupe-ongles, les dames qui vont dans les salons de coiffure, qui n'ont pas leurs instruments de manicure et de pédicure, qui partagent tout avec la coiffeuse, il suffit seulement qu'une des clientes soit blessée. Si on vous blesse avec le même instrument, vous serez contaminé. Moi, j'ai suivi une dame qui était co-infectée par type de VIH, mais c'est sa coiffeuse qui l'avait contaminée. Parce que quand on a dépisté les deux, on a vu elles avaient les mêmes virus. Et comme elles utilisaient le même matériel, chaque fois qu'elle va dans son salon, parce que c'était des amis, malheureusement, elle est décédée par la suite. Alors, c'est pour vous dire que ce sont des virus qui sont très contaminants. Donc,
il faut se faire dépister, parce que quand on se fait dépister, si on est malade, il y a des structures de prise en charge, nous avons des centres de traitement, on a des médecins qui sont bien formés, on a des médicaments qui sont efficaces. Si vous n'êtes pas malade, contrairement au VIH-Sida, l'hépatite B a un vaccin. C'est un vaccin qui a été introduit par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique depuis 2002 dans le programme élargi de vaccination. Ce vaccin se fait à partir de la 6e semaine. Il est dans le pentavalent. Donc, si vous avez des enfants qui sont nés depuis 2002, prenez leur carnet de vaccination et assurez-vous qu'ils ont eu leur dose de vaccin contre l'hépatite B. Si ça n'a pas été fait, il faut faire un calendrier de rattrapage en les faisant dépister. Parce que contrairement aux autres vaccins, l'hépatite B, vous ne pouvez pas l'administrer sans avoir fait un dépistage, sauf chez les nouveau-nés. Chez les adultes, le dépistage est obligatoire. Parce que si vous êtes déjà porteur de virus, vous n'avez plus besoin du vaccin. Si vous faites vacciner, comme ce que le font souvent les gens en allant à l'INH, il suffit de payer son vaccin, on va vous vacciner, on met dans le carnet. C'est une mauvaise stratégie. Parce que ça va vous donner une fausse assurance d'être protégé alors que le virus est déjà là. Nous sommes allés dans une caserne de la place d'Abidjan, on a fait un dépistage, on a trouvé que 11% des corps habillés de cette caserne-là, qui avaient été vaccinés à l'incorporation contre l'hépatite B, avaient déjà été infectés par le virus. Donc, quelqu'un qui a été vacciné, si des années plus tard il présente un cancer, il sera en droit de se plaindre parce qu'il va dire, vous avez dit que c'est un vaccin qui protège contre le cancer, mais j'ai été vacciné, pourquoi je suis porteur d'un cancer? C'est parce que la stratégie n'a pas été bonne. Cette personne a été vaccinée sans avoir été dépistée. Donc, il faut faire dépister avant de se faire vacciner. Donc, le dépistage est vraiment la porte d'entrée de cette politique que nous menons. C'est pour ça que nous nous battons pour avoir des tests de dépistage fiables, accessibles, facilement manipulables, qu'on pourra déployer à l'échelle nationale. Et ensuite, le deuxième volet, c'est la sensibilisation qui consiste à éduquer les populations au changement de comportement. Voilà. Parce que lorsque vous connaissez les mesures, les modes de contamination, et que vous adoptez des comportements qui évitent justement de vous exposer, si vous faites dépister que vous êtes vacciné, vous avez très peu de chances de rencontrer ces virus. Donc, sans vouloir être trop long, je voulais juste partager ma petite expérience de cette pathologie avec vous, tout en vous disant que c'est vraiment ensemble, hein, toute la communauté dans toutes ses composantes. C'est en unissant nos efforts que nous arriverons à réduire l'incidence de ce tueur silencieux qu'est l'hépatite virale dans nos populations. Je vous remercie. Merci encore, professeur. Alors, pour une chose, c'est tous ensemble que nous pourrons combattre cette maladie. Nous avons vu avec le professeur un peu, on va dire, l'historique de l'évolution de l'hépatite. On a vu un peu tout ce qui est mis en place, les grandes observations, comment le ministère, comment le programme national de lutte contre les maladies virales se déploie en Côte d'Ivoire pour essayer d'apporter une solution. Alors, dans le déroulé de notre activité, je sais que beaucoup ont encore quelques petites questions. On va permettre à chaque panéliste de développer un peu un aspect du sujet. Et puis ensemble, si vous avez des commentaires, des observations, on y reviendra. Alors, mesdames et messieurs, on a laissé un peu les panélistes développer longuement leur sujet pour nous donner une vision claire de ce que nous sommes venus chercher ici. Donc, si vous avez maintenant quelques commentaires ou des questions, très rapidement, le micro va circuler dans la salle. Je vois déjà 2 mains en l'air. Alors, le premier intervenant. Alors, bonjour, je suis Barthélémy Gougounion, et donc le président de la Fondation Les 8 Inter, une ONG de santé publique qui lutte activement contre les hépatites virales en Côte d'Ivoire. Et nous travaillons en collaboration avec le professeur Lakwadio, qui est le directeur coordonnateur des hépatites. Je voudrais donc dire merci aux organisateurs de ce panel
parce que c'est une bonne initiative. Dans leurs différentes interventions, ils l'ont dit, l'ont souligné, surtout le professeur Lacquadio, il a dit que les hépatites sont des maladies orphelines. Je suis bien d'accord avec lui, tout simplement parce que ces hépatites ne bénéficient pas de renfort de communication comme l'ont été le VIH-Sida et d'autres maladies. Et donc, nous, en tant qu'ONG, la société civile, nous statuons beaucoup, effectivement, sur la communication communautaire. Donc, ce genre d'initiatives vont permettre, effectivement, aux populations de comprendre davantage la problématique des hépatites. Mais le seul problème, c'est que, malheureusement, la communication n'étant pas assez accentuée, les populations qui sont dans les mots les plus reculées ne savent même pas de quoi nous parlons. Et lorsque nous avons la possibilité d'en parler, le langage il est un peu trop technique. Du coup, on est là, quand on sort, on ne retient rien. Alors je souhaiterais que les panélistes puissent rabaisser certainement le niveau du langage afin que le public qui n'est pas forcément initié à ce langage technique scientifique puisse ressortir avec quelque chose de merveilleux. Le langage, tout à l'heure, on l'a vu, pour les médecins, ils s'y retrouvaient, mais pour nous les profanes, on était un peu perdus quand même. Un peu perdu. Ceci dit, je voudrais quand même faire une proposition. Pour qu'en Côte d'Ivoire, la lutte puisse porter, je propose que les ONG qui ont beaucoup plus de moyens puissent appeler celles qui n'ont pas les moyens, mais qui ont la stratégie de lutte communautaire afin qu'ensemble, nous puissions atteindre l'objectif. Pour le cas de l'ONG, la Fondation Lévit Inter, nous sommes avant tout un groupe artistique. Nous avons été le premier groupe artistique à produire un support musical validé par le réseau ivoirien de lutte contre l'hépatite virale. Donc, on souhaite mener ce combat ensemble avec les organisateurs de ce panel afin que l'objectif qui est le seul, le plus important d'ailleurs, zéro hépatite en Côte d'Ivoire et d'ici 2030, zéro hépatite dans le monde, soit atteint selon l'OMS. Merci, c'était juste une contribution. Merci beaucoup pour cette contribution. Et comme on l'a dit dès le départ, c'est tous ensemble unis que nous allons lutter contre cette maladie. Donc, chers panélistes, vous l'avez entendu. Moi-même, j'ai entendu étiologie, j'ai entendu KPG, je ne savais pas c'était trop quoi, mais je sais que je dois être dans le combat. Alors, je passe la parole maintenant à un autre. Merci beaucoup. Je m'appelle Cher Sarr. Je suis consultant en développement agricole. La première question, c'est pour le premier intervenant. Je voulais donc savoir si, pour des porteurs sains de l'antigène, je pense que c'est AU, je pense que c'est un cas qui est très fréquent au Sénégal, je ne sais pas si c'est dû à l'arachide, il y a beaucoup de gens qui sont porteurs sains de ce virus. Est-ce que pour ceux-là, le vaccin va marcher ou pas? Est-ce que ça vaut la peine qu'ils se dépistent puisqu'ils sont déjà porteurs? Pour monsieur, je voulais savoir, on dit que la Côte d'Ivoire, je pense qu'elle est à la 13e place et je n'ai pas vu parmi les 20 premiers le Sénégal. Je suis étonné parce qu'on dit qu'ils sont beaucoup porteurs de l'antigène. Alors comment se fait-il qu'ils ne soient pas parmi ces 20-là? Je ne veux pas qu'ils y soient. C'est juste par curiosité que je veux savoir comment se fait-il qu'ils aient échappé à ce classement défavorable. La deuxième question, c'est une question de curiosité. On dit qu'on fait un greffon sur un foie sain, non, sur un foie malade. Est-ce que ce greffon-là, quand il vient, il se colle sur le foie qui était déjà malade? Et par quel miracle ce petit greffon n'est-il pas contaminé par le foie qui est déjà malade? C'est plutôt l'inverse, c'est le petit greffon qui va guérir le foie qui était malade. Ou bien est-ce que je n'ai pas bien compris? Je pense que c'était tout. Pour Dr Ilbudo, peut-être c'est de savoir est-ce que ce fibroscan existe bien en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il est en quantité suffisante ou est-ce qu'il faut encore passer par la biopsie ici pour avoir son état hépatique. Merci beaucoup. Merci. Alors donc, on laisse d'abord les panélistes répondre à cette série de questions et on reprend deux autres questions très rapidement. Alors, professeur Alla. Donc, concernant la question du porteur sain, bon, c'est un terme qu'on n'utilise pratiquement plus parce que dès que vous êtes porteur d'un virus, vous êtes plus sain. En fait, vous avez des portages chroniques, je dirais, actifs et inactifs. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure,
Lorsqu'on passe à la phase chronique, le virus se comporte différemment selon le système immunitaire. Parce que l'hépatite virale, en fait, c'est une maladie d'abord du système immunitaire. Lorsque le virus va se loger dans le foie, dans la cellule du foie, l'organisme essaie de se débarrasser du virus en dirigeant contre ce virus ses anticorps. Vous voyez? Donc, en voulant se débarrasser à tout prix de ce virus, soit sa réaction peut être exagérée, donc c'est comme un bandit ou un gangster qui se trouve dans un immeuble. La police veut lui tirer dessus, mais il n'arrive pas à le faire parce qu'il est bien caché. Et puis ils prennent la décision de tirer sur l'immeuble. Ils disent si on bombarde l'immeuble, on est sûr que et l'immeuble et le gangster, on les aura. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, si la réaction du système immunitaire elle est proportionnée, le malade va faire ce qu'on appelle une hépatite commune. Donc, les lésions histologiques ne seront pas trop sévères. Si elle est exagérée, le malade va faire ce qu'on appelle une hépatite fulminante. C'est-à-dire la destruction du parenchyme hépatique ou des hépatocytes sera telle que les fonctions du foie vont être quasiment inexistantes. Et le malade peut sombrer dans le coma. Et puis, vous avez des fois où le système immunitaire, le virus, signe comme un cessez-le-feu et il se regarde. Personne n'agresse son camarade. C'est ce qu'on appelle les portages chroniques inactifs. Ce qu'on appelait les portages secs. Ceux-là, il ne faut pas les vacciner, puisque l'hépatite B est une maladie immunisante. Lorsque vous êtes infecté par le virus de l'hépatite B, vous allez produire des anticorps, si vous l'éliminez, des anticorps protecteurs qui feront que vous n'aurez plus besoin de vaccin. Parce que le vaccin ne concerne que ceux qui n'ont jamais été en contact avec le virus. Mais dès lors que vous avez eu un contact avec le virus, vous avez des anticorps de contact, vous n'êtes plus un candidat idéal à la vaccination. C'est pour ça que dans mon propos, j'ai dit qu'il faut se faire dépister avant de se faire vacciner. Parce qu'en se faisant vacciner, étant déjà porteur du virus, on se donne une fausse assurance d'être immunisé. En ce qui concerne l'arachide contient, les arachides moisis contiennent un champignon qu'on appelle l'aspergillus. Et ce qui s'est passé au Sénégal, c'est que c'est une population qui consomme beaucoup l'arachide cru. Et cette arachide crue-là, lorsque vous la consommez, et que ce sont des gousses qui ne sont pas bien conservées et qu'il y a de la moisissure dessus, donc vous allez ingérer ce champignon qu'on appelle Aspergillus flavulus, qui va se loger dans le foie. Et ce champignon-là a la capacité d'induire ou alors de développer un cancer au même titre que les virus. Donc, si vous voulez, c'est une autre cause de cancer du foie, mais qui n'a rien à voir avec les virus. Et ce sont les travaux qui ont été faits par nos anciens maîtres tels que Sankale et tout ça à Dakar, qui ont montré qu'effectivement, on avait beaucoup de cas de cancer du foie là-bas, mais qui étaient aussi dus au fait que les populations consommaient l'arachide cru. Voilà. Mais aujourd'hui, je pense que le virus de l'hépatite B vient en tête. Et comme vous l'avez dit, vous n'avez pas vu le Sénégal dans le document. Peut-être que vous allez peut-être avoir des explications, mais je sais que effectivement du Sénégal en remontant vers la Guinée jusqu'à la Côte d'Ivoire, en fait toute cette zone de l'Afrique occidentale, ce que nous appelons l'Afrique subsaharienne, c'est une zone de très forte prévalence de l'hépatite B et ce sont des zones dans lesquelles on recrute beaucoup de cancers primitifs du foie. Alors on va donc passer la parole au professeur Kelly Eli. Alors, concernant le Sénégal, effectivement, les chiffres sont surprenants. D'autant plus que la Gambie qui est encastrée dans le Sénégal, est le premier pays africain à avoir une incidence forte du cancer du foie. Donc, il y a des publications dans lesquelles on a des chiffres sénégalais qui sont élevés, et puis il y en a d'autres où les chiffres sont bas. Donc, avant même, je me pose la question. Alors, en ce qui concerne le greffon, il faut que j'explique mieux. On prélève une partie du foie sur le donneur.
Mais chez le receveur, on enlève tout le foie. Il faut enlever tout le foie. Le foie malade, il faut l'enlever. Parce que sinon, la greffe, elle ne prendra pas. Voilà. Donc, il y a une petite concertation pour la suite de la réponse. Donc, on est tous... Oui, d'accord. Oui, justement. Voilà, ça, ce que je n'ai pas souligné, ces malades qui ont été greffés, avant de faire la greffe, on leur fait le vaccin de l'hépatite B pour les protéger. Et après la greffe, ils ont un traitement antiviral également, donc qui assure donc la protection du greffon et du malade. Donc voilà ce qu'on peut retenir déjà au niveau de la greffe. La dernière question, très rapide, elle était pour le docteur Ilboudo. M. Sarr voulait savoir, est-ce qu'il y a déjà un bioscan en Côte d'Ivoire? Plusieurs fibroscans en Côte d'Ivoire. D'accord. Merci l'intervenant. Je ne pourrais pas donner le nombre de fibroscans disponibles en Côte d'Ivoire parce que je crois que je n'ai connaissance d'un seul fibroscan. Nous avons plusieurs fibroscans. Il y en a un qui est au CHU de Yopougon. On l'a acquis dans le cadre d'un projet avec la RNS France qui voulait évaluer la fibrose chez les patients co-infectés VIH, hépatite C et B. Et ensuite, après le projet, ils l'ont offert au CHU de Yopougon. Et on a un fibroscan à la clinique Farat. Et je crois qu'il y a un fibroscan aussi au CIEBA. Voilà. Donc, on a certaines cliniques qui commencent à acquérir. Voilà. Alors, ce que moi, je voulais vous demander, vous avez des systèmes aussi avec des échographies intégrées. Les dernières fibroscans avec échographie. Voilà. Je pense que... Le dernier, c'est le fibroscan 630 expert qui a une échographie. D'accord. Maintenant, la dernière partie de la question, c'est à savoir s'il y avait comment ça se faisait. Et il y a plusieurs autres méthodes d'évaluation de la fibrose et je crois qu'il y a des méthodes biologiques et des calculs simples qu'on peut retrouver sur Internet quand on a juste les valeurs biologiques que l'on introduit et pour pouvoir juste avoir une évaluation. C'est vrai que ces méthodes ne sont pas assez solides pour leur performance, mais ça peut aider le médecin dans la zone où il n'y a pas de fibroscan. Alors, je pense que pour cette première partie, nous allons prendre juste une dernière question et puis nous allons stopper là. Je voulais juste poser une question au professeur Kelly. C'est le coût de la transplantation hépatique. Vous ne l'avez pas encore évalué à peu près. Alors, ce n'est pas encore initié, mais les études faites en comparaison avec ce qui est déjà fait à l'extérieur donnent une estimation comprise entre 25 et 30 millions. De francs CFA. Oui. En France, où on envoie actuellement nos patients, l'acte coûte 100 millions. En Turquie, elle revient à 67 millions. Donc, c'est coûteux. Donc, bien sûr. Non, le foie n'est pas payé. Il est donné gratuitement. Il vaut mieux prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. Là, le professeur Allah a épuisé en griffe notre dernière question avant de passer à la pause café. Mais on a une toute dernière question pour Dr Ilboudo. On a entendu le prix de la transplantation hépatique. Rapidement, le prix d'un fibroscan. Très rapidement. D'un fibroscan, je ne pourrais pas vous le donner comme ça parce que je ne suis pas commercial. Mais je sais que pour la 530 compact, elle est d'environ 42 millions. Mais après, c'est 42 millions de francs CFA, soit 62 000 euros. Et c'est un appareil, après, qu'il n'y a pas de consommable.
pas comme une radio, vous devez payer des consommables et autres. Non, c'est juste recalibrer la sonde une fois par an et que vous fassiez 50 000 examens ou 1000 examens, vous recalibrez votre sonde. Et du coup, c'est beaucoup plus rentable que d'envoyer 10 000 fibromètres en Europe. C'est de l'argent évadé du pays, bon, sorti du pays et autres. Mais là, le patient, il a le service sur place, ça peut se refaire et tout reste sur place. Merci, Dr. Elboudo. Merci, professeur Alain Kwadjo-Émile. Merci, professeur Kilieli. Je vais laisser la parole à la présidente. Juste une information, vous pouvez, avant d'aller à la pause café, passer voir la clinique Farad pour effectuer votre dépistage. Il est gratuit, il est anonyme pour les hépatites B et C. Le temps de la pause café, vous aurez votre résultat. Il y a des solutions, donc n'ayez pas peur. On a tous les spécialistes ici. Pour les cas où il y aurait des positifs, nous avons adossé un test ELISA de confirmation parce que ça ne veut pas dire que vous aurez l'hépatite, mais il y aura un test ELISA adossé qui est également gratuit. Donc ça vaut le coup de le faire aujourd'hui. Merci, présidente. Merci au Rotary Club Abidjan Ivoire. Et puis les échanges, les questions qui n'ont pas pu être posées pendant la pause café, vous pourrez toujours échanger avec les panélistes. Mesdames et messieurs, on peut aller à la pause café. Et il y a un fibroscan disponible, vous pouvez voir ce que c'est tout à l'heure. Voilà.